Bonjour tout le monde et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et vous reconnaîtrez à ma gauche mon collaborateur habituel Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors, passez une belle semaine. Oui, intéressante, surtout du côté de Percé, politiquement parlant en tout cas. Oui. Effectivement, il y avait un référendum qui se tenait pour savoir si on pouvait emprunter 1,8 million pour une rue commerçante entre la 132 et le Géoparc. Et je te laisse poursuivre dans la nouvelle. Tout ça s'est terminé de façon quand même assez dramatique, là. Oui, dans le fond, on demandait à la population de Percé, qui regroupe maintenant plusieurs petits villages, si on voulait y aller avec un emprunt, comme tu dis, de 1,8 million. Pour faire la réfection d'une rue et rebâtir une espèce de centre-ville ou de centre du commerce pour Percé. Et ça n'a pas passé, donc le non l'a emporté à environ 60%, je crois. Quelque chose que vous êtes habitué chez... Ouais, de perdre des référendums. Ouais, Merci de la référence, Dominique. Mais la question était vraiment intéressante parce que d'un côté, c'est plusieurs petits villages, c'est pas une densité de population très forte, Percé. Donc, l'emprunt pouvait être un peu impressionnant pour la population, mais d'un autre côté, l'équipe en place à la ville voulait donner un projet qui allait donner un élan à Percé, un nouveau souffle. Donc, on avait deux visions un peu qui s'affrontaient. Le maire et son équipe ont perdu, mais ils ont démissionné. Effectivement. C'est l'effet d'une bombe, comme on a vu un peu dans les articles, mais je peux comprendre la démission du maire et de son équipe parce qu'ils se sont investis beaucoup dans le projet et c'est un peu émotif, perdre une grosse décision comme ça. Mais d'un autre côté, je trouve que comme élu, c'est sûr qu'il faut avaler la pilule, peut-être prendre un petit 48 heures de réflexion. Mais là, Percé se retrouve dans une pire situation que juste d'avoir perdu le référendum. Donc là, tout le conseil est à rebâtir. Et l'image que ça va donner pour le reste de la population, pour ceux qui voudraient se présenter, ça donne plus ou moins le goût de voir toute une équipe qui s'en va et qui donne l'impression que c'est ingérable à Percé. Et déjà qu'on sait que ça se bouscule pas aux portes pour se présenter pour les postes d'élus, là. C'est ça, donc là-dessus, je trouve ça, je comprends la décision, elle a été émotive, je crois, puis c'est comprenable humainement parlant, mais politiquement parlant et pour le village, je pense qu'on aurait dû peut-être prendre le temps de laisser la poussière retomber avant de prendre une décision aussi sans retour, parce que quand on a annoncé notre démission, c'est dur après de revenir et de dire qu'on ne démissionne plus. Puis là, on se retrouve dans une situation particulière parce qu'il n'y a plus quorum, donc le conseil n'a plus la légitimité pour siéger. Et il reste à savoir maintenant si le gouvernement va décréter une élection générale. Il y a des rumeurs qui disent que oui, mais si c'est le cas, ça serait possiblement au printemps prochain. Donc, on ira en élection générale, en élection partielle en avril prochain, pour 6 mois avant la tenue des autres élections. Ça fait beaucoup d'élections dans un très court laps de temps. Et pendant ce temps-là, on s'entend que jusqu'aux prochaines élections partielles, la ville est paralysée puis il n'y a rien qui avance, là. C'est ça. Et là, on a le dossier du quai là, qui urge et qu'on doit avoir des gens en place, la promenade. Donc, Percé est dans une situation un peu inconfortable. Et non enviable. Et non enviable. Et pour nous, on est en campagne électorale. On a commencé à avoir quelques capsules d'un des candidats. M. Deschênes, par Facebook, commence à publier des capsules. Et on aura à la prochaine émission les deux candidats si rien ne change. Donc, on aura un genre de petit débat la semaine prochaine. Exactement. La semaine prochaine, ici même, à cette émission, nous aurons Denis Paquette et Simon Deschênes qui vont présenter leur vision pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour les élections qui sont prévues le 11 décembre. Alors, ça sera à surveiller ici même sur les ondes de télévision de Gaspésie. Et on poursuit avec une nouvelle plus locale. Cette fois-ci, on parlait de quai, le quai de Sainte-Anne-des-Monts. Malheureusement, les travaux n'ont pas pu être complétés à temps et on se retrouve à être fermé jusqu'au printemps prochain. On va reprendre ensuite les travaux à l'arrivée du beau temps. Il reste l'asphaltage à faire, donc le resurfaçage final, ce qui devrait être quand même assez rapide. Mais il y avait quand même une petite déception du côté de notre maître de port, Sylvain Gaumont, qui aurait souhaité que le tout soit terminé, qu'on puisse entamer la nouvelle saison avec un quai flambant neuf ouvert, ce qui ne sera pas le cas. Mais au moins, les travaux ont bien avancé. Et comme tu dis, il reste juste la surface à faire. Ça va peut-être un peu interférer avec le début de saison de pêche, des trucs comme ça. Mais au moins, après ça, on va avoir un beau quai
top shape. Effectivement. Petite rectification ici. On vous parlait du célèbre rocher du chat à Capcha qui avait été vendu avec le terrain sur lequel il était situé. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 terrains à cet endroit. Le terrain qui appartenait à M. Gagnon avec le rocher du chat. Et juste à côté, c'est l'ancien terrain d'Arbre en Arbre, là, où on retrouve la maison du gardien, le fort de Capcha et plusieurs petits chalets. Eh bien, plusieurs personnes croyaient que la vente du rocher signifiait que tous ces établissements-là étaient vendus, ce qui n'est pas le cas. La propriétaire Karine Turgeon, propriétaire de Fort Capcha, demeure toujours en place avec ses chalets et ses espaces de camping et même le petit sentier qui l'accompagne, le fort et la maison du gardien. Tout ça demeure inchangé, ça demeure la propriété de Fort Capcha. Alors, petite précision, ceux qui avaient des réservations pour l'été prochain, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, contrairement à ce qui avait été véhiculé dans un autre média écrit. On semblait confondre le fort et le rocher, mais c'est 2 entités très distinctes, alors la précision est faite. On se déplace en haut dans notre cas ici, juste à côté, en haut de la côte de l'hôpital, l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts qui vient de se doter d'un nouveau laryngoscope de type GlideScope. Chaque année, c'est à la demande du personnel que la Fondation Santé planche sur des dons afin de pouvoir se procurer des équipements à la fine pointe de la technologie. Alors, cette année, on a remis 15 000 $ pour un laryngoscope. C'est un instrument qui sert à bien visualiser l'intérieur de la glotte d'un patient afin de l'intuber correctement. Okay. Ça, c'est une valeur de 15 000 $. Et également un chariot d'urgence pédiatrique qui sert à la réanimation. Et on le voit un petit peu sur la photo en bas à droite. C'est un chariot qui est divisé en différents compartiments, tout dépendant du poids du patient, du jeune patient qui va de 0 à 10 ans. Donc, on peut avoir facilement accès à tous les bons instruments de la bonne grosseur pour le bon type de patient. Donc, ça facilite grandement la vie des responsables de l'urgence qui n'ont plus à courir à gauche et à droite pour du matériel d'intubation ou pour du matériel de réanimation. Donc, une bonne nouvelle grâce au levée de fonds, aux collectes de fonds de la Fondation Santé Haute-Gaspésie. Moi, j'ai bien aimé la citation d'une des infirmières, Mme Marthe Isabelle, qui disait que dans le fond, qu'on soit en ville ou en région, les gens ont à être bien soignés avec de l'équipement à fine pointe. Donc, voilà, je suis content pour les gens qui travaillent à l'hôpital d'avoir du bon matériel. C'est motivant aussi à l'emploi. Donc, effectivement. Ouais, des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Ben oui, c'est tout à fait. Comme on disait... parfois quelques secondes, quelques minutes de temps sauvé, ben, ça peut aider à sauver des vies. On passe au domaine de la culture. Je ne sais pas si tu es un grand fan de musique classique, mais la Maison de la Culture offrait les concerts des jeunesses musicales, les meilleurs jeunes talents du Canada qui venaient souvent présenter des concerts au piano, des concerts des opéras. Donc la Traviata, on avait eu ça ici, version jeunesse musicale. Eh bien, faute d'achalandage, la Maison de la Culture se doit de mettre fin à la présentation de ces concerts qui avaient lieu peut-être 5 à 6 fois par année. On parle d'un achalandage anémique avec une moyenne de 20 personnes par concert pour la dernière année, alors qu'au tout début, on comptait à environ 90 personnes en moyenne dans la salle sur une possibilité, je pense, 110 places. C'était quand même bien, mais à 20 personnes par concert, on ne peut plus se permettre d'être dans le trou, si vous voulez, avec ces concerts. Ben, d'un côté financier, mais d'un côté pour l'artiste aussi de faire une prestation devant une vingtaine de personnes. C'est peut-être un peu moins stimulant, effectivement, malgré le professionnalisme qu'ils doivent avoir. Là, mais une salle vide, c'est toujours un peu dur pour le cœur d'un artiste. Exactement, tout à fait. Et on demeure dans le domaine de la culture. Le groupe Groenland qui s'arrêtera à Sainte-Anne-des-Monts prochainement. C'est au début décembre, le 3 décembre, à la microbrasserie Le Malbar. Alors, Groenland, je ne sais pas si tu connais ce groupe. Ben, si je me souviens bien, c'est le groupe qui jouait pendant que M. PKP avait dit « En français! » Exactement, tu as tout compris. Et ce que l'histoire ne disait pas, c'est que la chanteuse Sabrina Aldé lui aurait répondu « T'es à la mauvaise place ».
Sortez cet homme de la salle. Ça, c'est l'autre bout de l'histoire qui manquait. Finalement, ils l'ont sorti d'une autre façon, mais bon. Donc, ce groupe-là, composé de Jean-Vivier Lévesque, Sabrina Aldé, Jonathan Charret, Simon Gosselin, Fanny Lorrain et Gabriel Gérard-Charret, font un petit peu dans la pop orchestrale, la voix de Sabrina qui peut ressembler un petit peu à du Amy Winehouse ou un peu à ce que les chanteuses pop britanniques nous donnent ces temps-ci. Ça peut ressembler un peu à ça. C'est très mélodique, c'est très accrocheur. Alors, ils seront à la microbrasserie Le Malbord de Sainte-Anne-des-Monts le 3 décembre. Et si vous ne pouvez pas les voir, ils vont aussi être à New Richmond et à Gaspé les 2 journées précédentes. Et on termine avec les sports. Le jeune haltérophile Simon Pratt qui est passé bien près de marquer l'histoire. Il a battu un record canadien en soulevant 345 livres, rien de moins. Mais malheureusement, c'était à l'entraînement, donc record non officiel, ne peut pas être enregistré. Et il ne reste qu'un seul championnat junior à participer. Et c'est un championnat québécois, donc le record canadien ne pourra pas être enregistré même s'il se trouvait à le battre. Donc il pourra au mieux laisser en héritage un record québécois, mais dans sa tête et dans son cœur. Et on le voit aussi sur le petit vidéo qui est sur la page de Nouvelles Haute-Gaspésie. L'exploit a été accompli. Et avec toute l'émotion qui vient avec. Et voilà, et de l'avoir réussi en entraînement, même si c'est pas enregistré présentement, de savoir qu'il a pu le faire, c'est très bon pour le mental. Donc, comme dans les boys, on dit le mental toughness, là, et voilà, il vient d'atteindre psychologiquement, il sait qu'il peut le faire. Donc, en compétition, ça devrait bien aller. Donc, beaucoup de motivation. Et justement, Simon Pratt termine dans la catégorie junior. Il passe au senior. Et il va aussi joindre le rang des 94 kilos. Il est actuellement dans les 85 kilos. Donc, on voit un petit peu... ceux qui suivent l'actualité avec Simon, il a pris du gabarit depuis quelques années. On l'appelle monsieur malgré son jeune âge. Effectivement, tout à fait. Et dernière nouvelle sportive, les Rafales de Sainte-Anne-des-Monts, l'équipe de hockey mineur, qui en 10 affrontements compte pas moins de 40 buts et seulement 26 buts contre. Ils ont un total de 8 victoires et 2 défaites, donc un total de 16 points au classement général et ça les met au sommet, alors devant toutes les autres équipes de la Ligue du Bas-Saint-Laurent, devant Matane et compagnie. Donc, un bel accomplissement pour les Rafales qui semblent être sur une très bonne lancée. Alors, chapeau aux petites Rafales de Sainte-Anne-des-Monts. Et sur ce, restez avec nous puisque après la pause, on reçoit notre invité de la semaine. On vous revient dans quelques instants. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec le régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec le régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour à Nouvelle-Haute-Gaspésie et nous sommes maintenant accompagnés de Dominique Boucher, directeur du Centre d'Avalanche ou Avalanche Québec, et il faut dire depuis maintenant quelques années. Bonjour, M. Boucher. Bonjour Dominique, bonjour Frédéric. Allô? Alors, M. Boucher, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la question qui revient année après année. Comment ça va financièrement Avalanche Québec actuellement? Pour l'instant, ça va mieux. Oui. Oui. En fait, après avoir eu un passage à vide, je dirais, fin du printemps l'an dernier, début d'été, on a réussi, avec toutes les démarches qui avaient été accomplies durant l'année, à aboutir, si on veut, à une entente avec différents partenaires, dont le gouvernement du Québec et la CEPAC. Une entente qui permet de voir un horizon de 2 ans maintenant. Donc l'année 2016-2017, 2017-2018 sont maintenant assurées. Aussi, ce qui est intéressant au cours de ces démarches-là, au cours de ces discussions-là qu'on a eues avec plein d'intervenants, évidemment, c'est d'avoir pu cerner quelques opportunités ou quelques pistes de solutions qui maintenant sont à l'analyse pour voir
à essayer d'attacher un financement maintenant qui serait plus régulier, plus récurrent et qui permettrait d'éviter justement des périodes comme ça où on crée une très, très grande incertitude. Donc, c'est ce qu'on explore à l'heure actuelle, donc d'attacher un financement qui serait plus régulier dans le cadre d'une reconnaissance là, avec le gouvernement du Québec de l'organisme. Parce que là, le problème, c'est que l'expertise d'Avalanche Québec ne cadre pas dans un programme particulier dans un des ministères. Là. Effectivement, depuis toujours, en fait, même au niveau fédéral, niveau provincial, il n'existe aucun programme officiel de financement de la sécurité Avalanche. Donc, on fonctionne souvent avec des programmes de développement économique, des programmes tirés de projets spéciaux, mais évidemment, la nature de ces programmes-là à court terme fait en sorte qu'au bout d'un certain moment, on voit la fin du financement et les renouvellements ne sont pas faciles parce que le chemin n'existe pas pour le faire. Alors, c'est clair que ça exige de l'originalité, ça exige beaucoup de persévérance, mais dans un contexte d'incertitude qui fait en sorte que des fois, on perd du personnel, on perd de la motivation et c'est pas idéal. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer. Au niveau fédéral, on travaille avec nos amis et collègues d'Avalanche Canada, Revelstoke en Colombie-Britannique, mais au niveau québécois, eh bien, c'est notre démarche et on le fait évidemment en priorité avec notre ministre régional, M. Proulx. Et justement, je pense que, oui, ce sera pas long, mon cher Oui, Frédéric. je prends le mix. Oui, c'est ça. Justement, je pense que ça s'expliquait par le fait que vous me parliez d'Avalanche Canada, mais Avalanche Québec, ici, on est les seuls dans tout l'Est du Canada à offrir ce service. Donc, on n'est pas en compétition avec personne d'autre. On est vraiment la seule entité à s'occuper de la sécurité Avalanche. Et aussi l'aspect francophone. On est le seul organisme au pays à offrir les programmes de sécurité Avalanche en français. On supporte énormément nos collègues dans l'Ouest à ce niveau-là, mais par exemple, tout ce qui est, je dirais, en amont de la pratique, donc tout ce qui est sensibilisation des pratiquants, du public en général, on est les seuls à délivrer des programmes francophones. Alors, c'est important parce que lorsque, par exemple, les Québécois voyagent dans l'Ouest, à l'étranger, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, dans les montagnes, eh bien, si on est capable de les sensibiliser avant qu'ils arrivent là-bas, de leur parler de l'importance d'être préparés, d'aller chercher les bulletins, d'avoir l'équipement, eh bien, ça fait en sorte que les gens sont une pratique plus sécuritaire, que ce soit au Québec, mais que ce soit ailleurs sur la planète ski. Là. Oui, vous pouvez y aller, mon cher Frédéric. Dans le fond, pour les gens en général, on ne connaît pas tous Avalanche Québec. Ça ressemble à quoi, mettons, une année Avalanche Québec? C'est quoi vos services, les relations que vous avez avec la population, etc.? Et ensuite, est-ce que le gouvernement commence aussi à comprendre toute l'expertise que vous avez développée puis l'importance de garder ouvert Avalanche Québec? Okay. Oui, Avalanche Québec, tout d'abord, c'est un organisme sans but lucratif. Hein. On a un organisme avec un conseil d'administration local qui dirige une toute petite organisation. Jusqu'à dernièrement, on était 4 personnes. Cette année, ça s'est élargi avec l'ajout de certains nouveaux programmes. Un cycle annuel d'Avalanche Québec, il faut savoir, je suis le seul employé à temps plein à l'année, mais dès l'automne, il y a des employés qui vont joindre à moi, surtout pour les programmes de sensibilisation du public. Donc là, c'est les tournées de films, c'est les présences dans des événements de ski ou les événements plein air ciblés à travers la province, justement pour faire le travail, comme on dit, en amont de la pratique. Donc les gens se préparent à leur saison, recherchent les équipements, recherchent les informations, peut-être un cours d'avalanche. Nous, on va être là pour leur fournir l'information le plus possible. Et à mesure que l'automne avance, le reste de l'équipe va se consolider avec ce que j'appelle peut-être plus les membres de l'équipe opérationnelle, donc les gens qui font les bulletins d'avalanche dans les chic-chocs, notamment depuis 2001 qu'on fait ça, donc les programmes qui permettent aux gens d'aller chercher les indices de risque à tous les jours durant l'hiver, les conseils de déplacement, l'information sur le manteau neigeux, la météo. Donc ça, mon équipe vient d'arriver, ça fait à peu près 2 semaines que les gens sont là, à partir de mi-novembre environ. Et là, on va rouler comme ça jusqu'à fin avril pour donner ces services-là. Okay. Cette année, je disais que l'équipe s'est élargie un petit peu. On a un nouveau programme qui est en développement avec le MTQ. Ça fait quelques années qu'on travaille avec eux sur des projets pilotes. Là, on pousse un peu encore la démarche un peu plus loin avec un programme de prévision en bonne et due forme. Donc, on a une équipe dédiée pour la sécurité sur la route ici à l'est de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est un tronçon de
70 km sur la 132, plus la portion de la 198 le long du lac de l'Anse-Pleureuse, où on va porter une attention très particulière à ce qui se passe dans ce coin-là au niveau risque d'avalanche. Donc, on n'est pas juste dans les chic-chocs, vous desservez tout le territoire. Il y a des risques d'avalanche, dans le fond, sur la 132. Oui, oui. Selon les chiffres là, rassemblés par les équipes de patrouille du ministère, en moyenne, là, ça peut aller jusqu'à 45 à 50 avalanches qui affectent la route de façon partielle. Des fois, c'est juste l'accotement, mais parfois, c'est les deux voies également. Alors, définitivement, un risque suffisamment important pour qu'on s'y occupe de façon plus spécifique. Là. Ouais. Et est-ce qu'on offre davantage des formations aux gens qui sont sur le terrain pour les services d'urgence, ou il y a des interventions qui peuvent se faire à même votre cellule de travailleurs? Là? Bien, nous, on a, c'est sûr que les programmes de formation sont très importants, tant au niveau grand public, et ça, pour niveau grand public, par exemple, les pratiquants de la montagne, on travaille beaucoup avec les entreprises de guides de ski qui offrent des services ici. Et bon an, mal an, à chaque hiver, il y a entre 30 et 50 cours qui se donnent dans les chic-chocs, mais un peu partout à travers la province. Donc ça, c'est le volet plus pour le récréatif, donc les amateurs de plein air. Nous, on a surtout pris la charge au niveau de la formation des professionnels, donc former les guides, former les gardes-parcs, former les patrouilleurs, former les gens de la SQ. On a un groupe avec l'armée qui s'en vient à partir du 10 décembre pour une formation chez nous également. Et là, c'est vraiment leur donner les outils pour, un, se déplacer en sécurité en montagne, mais deux, aussi intervenir de façon efficace. Alors, il y a des formations qui se donnent là-dessus sur une base annuelle. Nous, notre rôle est plus étant au niveau de la formation, parce qu'au niveau intervention, on va plutôt agir en tant que support, par exemple, à la SQ, support à la CEPAC, s'il arrive un accident. Donc, vous êtes appelé à aller sur le terrain parfois? Là. Oui, parfois c'est sur le terrain, parfois c'est uniquement des consultations qui peuvent se faire au téléphone, par exemple, au niveau recommandations sécurité, recommandations de certains équipements pour faire les recherches ou améliorer la capacité de recherche. Alors, selon le besoin. Vous êtes les experts, dans le fond. Exactement. On agit à titre d'expert conseil à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas justement simplement au niveau de Sainte-Anne-des-Monts. On peut faire appel à vous sur un large éventail de terrain, là, sur une large superficie. Bien, l'entente, si on veut, avec la SQ, c'est à l'échelle de la province. Donc, s'il arrive quelque chose, peu importe la région au Québec, qui exige une expertise avalanche au niveau d'une intervention, ils peuvent faire appel à nous. Et là, on se déplace avec eux pour l'intervention. Les autres régions au Québec, dans les dernières années, est-ce qu'il y a des exemples un peu d'autres régions au Québec qui ont nécessité ou ce qui peut avoir des risques d'avalanche? Bien, dans les dernières années, il y a eu quelques cas d'avalanche, même un cas avec un décès dans la région de Saguenay. Saguenay-Charlevoix, là, avec le relief qu'ils ont là-bas, avec l'hiver qu'ils ont là-bas, aussi les quantités de neige, pratique de plus en plus répandue, par exemple, de ski hors piste. C'est une tendance qui est assez forte actuellement au Québec, mais partout dans le monde. Les gens pratiquent le ski en dehors des stations. Ça va avec la tendance d'être en forme, faire un sport un peu plus physique que se faire remonter en télésiège. Alors, définitivement, les gens se déploient de plus en plus sur les terrains. Des fois, ça peut être des bûchers, en dessous des lignes électriques, des anciens glissements de terrain, où là, on peut faire quelques virages sauvages, je dirais. Et ça, on le voit là, avec des accidents qui ont été rapportés. Sainte-Rose-du-Nord, c'est un décès en escalade dans ce cas-ci, mais aussi en Charlevoix, dans le coin de Lens-Saint-Jean, il y a quelques années, un passé près, et d'autres cas qui ont été rapportés là, dans cette région-là, là, en priorité, je dirais. Donc, c'est ça. Avalanche Québec est là pour tout le territoire du Québec. Ouais. Donc, on est chanceux de l'avoir ici, en Haute-Gaspésie. C'est un peu pour ça qu'on avait refait le nom, je crois, pour montrer le caractère plus vaste que seulement la Haute-Gaspésie. Oui, bien, pour démontrer la portée réelle de nos services. Par contre, l'endroit de prédilection, je dirais, des avalanches, c'est définitivement ici le laboratoire pour développer, maintenir une expertise avec un besoin qui est au quotidien. Je dirais, par exemple, une prescription de gestion de risque pour la région de Charlevoix serait peut-être pas la même qu'ici, où on a un flot de visiteurs hivernal, définitivement une industrie qui est en plein développement
développement à l'heure actuelle de ski hors-piste avec une reconnaissance. Là, on a un besoin d'un service régulier, prévision tous les 2 jours, avec des services d'information constants, etc. Alors que peut-être d'autres régions, Montgrou par exemple, au nord de Bécomo, qui est une région qui est de plus en plus utilisée par les gens, mais ça reste encore moins de 1000 personnes par année qui fréquentent, donc on ne peut pas justifier encore un service comme ça dans une région compte tenu de la fréquentation. Alors c'est clair que nous, ici, c'est définitivement le meilleur territoire pour héberger une expertise comme ça. Là. Ouais. Excellent. Et est-ce que c'est un peu pour cette raison-là que le centre d'Avalanche a pris ses racines ici? Là, quelqu'un a décidé à un moment donné, on crée un centre d'Avalanche et j'imagine que c'est avec l'affluence et avec le territoire qu'on est ici que ça l'a inspiré. Exactement. C'était à l'époque, en 99, là, à l'initiative de Michel Thibault, qui était directeur de la MRC à ce moment-là. Et lui connaissait la réalité des avalanches pour en avoir observé sur le terrain, pour avoir même un moment donné découvert un caribou sous une avalanche. Wow, okay. Son garçon avait déjà déclenché une avalanche aussi alors qu'il se déplaçait là-bas. Donc, il était au courant de cette problématique-là et a vu le potentiel de développer, si on veut, une expertise unique qui ne peut pas se développer ailleurs au Québec, ici en Haute-Gaspésie, sur notre territoire. Donc, c'est là qu'est née l'idée et on l'a porté depuis 15 ans pour en arriver au programme qu'on connaît maintenant. Ouais. Et vous, avant de devenir directeur ici au centre d'Avalanche, est-ce que vous aviez déjà un intérêt ou une formation dans quelque chose de connexe à ce que vous faites en ce moment? Oui, effectivement. Moi, je suis géographe de formation. Donc, dans le cadre de mon bac à l'Université du Québec à Rimouski, j'avais travaillé beaucoup sur les versants de la vallée de Mont-Saint-Pierre. Donc, tous les processus de pente qui se passent ici sur les versants de la Haute-Gaspésie. Puis, ma maîtrise, en fait, par la suite que j'ai fait, c'était spécifiquement sur les avalanches au mont Oxback. Donc, j'étais tombé dedans, comme on dit, puis ça a été, dans le fond, mon premier emploi, puis ça a été le seul que j'ai occupé depuis les 16 dernières années. Donc, je suis très content de pouvoir poursuivre à faire ce travail-là ici. C'est vraiment intéressant. Oui. Et pour relancer une question que Frédéric demandait tantôt, est-ce qu'on sent que les gouvernements commencent tranquillement à reconnaître l'importance de l'expertise que vous apportez? Oui. Il y a encore un peu de travail à faire pour attacher ça, si on veut, à des choses qui permettraient le financement, mais on a des ententes maintenant qui sont de plus en plus, je dirais, ficelés, notamment avec la sécurité publique. Ils reconnaissent qu'est-ce qu'on fait, ils voient l'importance. Et là, maintenant, c'est de trouver, si on veut, les manières pour eux de supporter ça, ce qui n'est pas toujours évident. Là. Je ne connais pas nécessairement tous les dédales des fonctionnements des ministères, mais c'est ce qu'on nous dit à l'heure actuelle. Il y a un intérêt, il y a un souhait, mais il faut voir comment maintenant on l'attache. Et on a quelques pistes qu'on explore à l'heure actuelle. Ouais. D'accord. Ouais. Bien, M. Boucher, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir pour les gens qui connaissaient un petit peu moins votre organisme. Espérons que c'est plus clair maintenant. On sent l'importance et surtout l'importance sur le terrain ici même. Là, on a le terrain de jeu directement dans notre cours. Donc, si ça peut aider aux gens à comprendre justement pourquoi on a un tel organisme ici. Et en voulant développer le tourisme hivernal, je pense qu'on n'a pas le choix aussi d'y aller. On peut pas dire après coup, on aurait donc dû faire telle chose ou penser à telle affaire. Donc là, on a une expertise sur le terrain. Il suffit de la conserver. Mais là, on peut le développer maintenant plus le ski hors-piste. Ou si on veut le développer, il faut avoir le centre d'avalanche. Ça va ensemble. On peut pas faire n'importe quoi. Si on accueille le monde, il faut l'accueillir comme du monde et de façon sécuritaire. Je pense qu'il faut le voir comme un élément de l'équation. Ouais. On a besoin d'hébergement, on a besoin de routes, on a besoin de restauration. Bien, les services de sécurité avalanche font partie de l'offre là, pour positionner le tourisme hivernal ici. Effectivement. Bien d'accord. Donc, restez avec nous, M. Boucher. Il nous reste un petit 30 secondes pour terminer notre émission. On passe à la portion préférée de mon ami Frédéric. Alors, Frédéric, tu seras heureux d'apprendre que les cartes de membres pour l'année 2017 des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts seront en vente du lundi au vendredi de 13h à 16h ainsi que les samedis de 9h à 16h au local habituel. Pour information, on peut appeler au 763-2353. Et même chose pour les cartes de membres Captcha, si tu préfères. Oui. Sont disponibles actuellement le 27 novembre de 13h à 15h au local habituel. C'est aussi l'heure de commander les petits pâtés et autres tartes auprès du cercle de fermières de Captcha. Il suffit de contacter Janine au 786-2934. Et très important, ne pas oublier les soirées Ouest militaires. Bien sûr. Au Club des 50 ans et plus, le 25 novembre et le 9 décembre, c'est à 19h. Pour information, on peut appeler Lucette au 764
21-12. Et la grande guignolée de Captcha aura lieu le 26 novembre dès 10h. Les dons doivent se faire en argent comptant. Les sommes amassées serviront à la remise de bons de Noël pour des familles avec enfants en difficulté de la région. Celles-ci peuvent s'inscrire du lundi 28 novembre au vendredi 9 décembre de 13h à 16h au bureau de la fabrique situé au sous-sol de l'église côté est. Les dons peuvent également être faits à cet endroit. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission pour cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine avec notre débat des candidats à la mairie de Sainte-Anne-des-Monts. Merci et bonne semaine.